Bienvenue pour une émission spéciale parce qu'on va parler littérature, n'en déplaise à Mario Albano. On va parler de cet escroc de Marcelo Bielsa avec l'écrivain Mourad Arts. Voilà, Dostoïevski du boulevard Chave. T'essaies de le placer celui-là? Ouais, j'essaye. Je sais pas si ça prend. Ça prend pas, mais Dostoïevski c'est peut-être trop compliqué. Ouais, donc tu trouves un truc plus français. Non, français non. Bah, Camus, mais bon, c'est pas... Il y a des problèmes. Hein. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais. Donc, j'assume. Ce livre que j'ai lu, alors j'ai mis des petits post-it pour faire croire que j'ai lu jusqu'au bout. C'est Laurent On ne me Ruquier respecte pas, c'est pas vrai. C'est Laurent Ruquier qui m'a donné ce petit conseil. Non, je l'ai lu jusqu'au bout et j'avoue que ça se lit facilement. Limite, ça va trop vite, mais c'est un peu comme Bielsa, quoi. Sa saison, elle est trop courte, quoi. Marcelo, t'es parti trop tôt. Donc en fait, je l'ai lu, mais je l'ai pas lu en une fois. Bon, d'une part parce que j'ai un gamin qui me réveille la nuit et qui transforme mon quotidien en une fatigue généralisée, mais aussi parce qu'une fois qu'on a passé les bons moments, on sait ce qui va se passer. Et c'est vrai que la fin, je la connaissais, et j'avais pas forcément envie d'y foncer dessus, quoi. Mais il y a aussi des bons moments dans la seconde partie de saison. Il y a aussi des bons moments dans la seconde partie de saison et ça permet de remettre un petit peu les choses. Moi, je trouve que le résumé de ce bouquin, ça permet de revivre cette saison, mais ça permet aussi de remettre des choses qu'on oublie parce qu'on a tendance un petit peu à résumer il a rien gagné, ou ils ont été très bons jusqu'en décembre, après il n'y avait plus rien, d'oublier la CAN, etc. Plein de choses. Donc ça permet de revoir un petit peu les détails parce que c'est très détaillé. Il y a beaucoup d'extraits de conférences de presse, il y a beaucoup d'intervenants, des journalistes, des footballeurs, des joueurs sous Bielsa, etc. Donc c'est très complet. Moi, je voulais juste commencer par une anecdote que je connais mais que je trouve sympa, que tu n'as pas pu raconter dans l'after parce qu'avec Daniel Riolo, il n'y a pas beaucoup de place. C'est comment tu as fait pour avoir une préface d'André Villas-Boas et une préface en plus qui colle complètement au bouquin. C'est en allant jouer au foot avec André Villas-Boas, parce que je suis comme ça, moi je vais jouer au foot avec Dédé. Hein. Donc, mais à la fin En fait, je lui avais déjà envoyé un message un peu plus tôt, et il ne m'avait pas répondu. Et quand on a été faire ce match avec les journalistes contre le staff d'André Villas-Boas, alors à la fin, sur le ton de la plaisanterie, je lui ai dit « Bon, alors coach, vous préfacez quand ce livre ?» Il m'a dit « Ah, c'est toi qui m'as envoyé un message, oui, j'ai reçu tout ça. Pourquoi pas, je pourrais écrire ça t'intéresse ?» Et je lui ai dit « Oui, bien sûr, ça m'intéresse. » Et donc, il m'a dit « Envoie un message demain. » Et donc, il m'a envoyé ce message. Il se trouve que c'était assez serré parce que je devais rendre... Enfin, le truc était... Le manuscrit était... Le compuscrit, on dit maintenant, parce que c'est plus des manuscrits, hein, c'est par contre donc, computer. Et donc, j'avais déjà rendu le compuscrit. Et j'aurais dit « Laissez-moi un peu de temps, etc. pour essayer de trouver une préface. » Et donc, c'était un peu serré. Je devais la rendre début janvier. C'était les vacances de Noël. Et donc, pendant les vacances de Noël, j'ai envoyé des messages à Dédé qui me disait... Enfin, Dédé, je rigole, hein, je l'appelle pas comme ça. On a des relations... André Villas-Boas. Je l'appelle coach. J'appelle coach pour tout vous dire, pour rien vous cacher. On est cash. Et donc, au bout d'un moment, il m'a envoyé. Il m'a dit, voilà, j'ai commencé. Je te l'envoie dans quelques jours. Et il te l'a envoyé en portugais. Il me l'a envoyé en portugais. Et donc, je remercie Mathieu Monteiro qui tient le compte Zone SC Braga, qui est un fan du SC Braga. Donc, une petite traduction sympa. Voilà, qui est franco-portugais et qui donc est fan de Braga et qui m'a dit ah oui, avec plaisir, bien sûr, je te traduis ça. Et j'adore Villas-Boas, j'adore Bielsa, donc c'est. Mais toi, tu connaissais pas l'anecdote parce qu'en fait, je vais pas raconter toute la petite préface, mais il raconte qu'il a rencontré Bielsa avant de refuser l'OM, quand Vincent Labrune voulait le faire venir. Oui, mais si, ça on le savait parce que c'était sorti sur RMC dans l'émission. Interviewé par Momo aussi. Voilà, donc... il rentrait pas dans les détails comme ça, quand même. Voilà, il n'était pas rentré dans les détails, mais la préface, c'est très bien parce que je trouve qu'elle était... Enfin, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment très bien parce que le but de ce livre aussi, c'est de dire, il s'est passé quelque chose parce que Bielsa, c'est pas du foot normal, c'est pas du foot avec juste un résultat, c'est autre chose, c'est plus, c'est quelque chose où tu as été fier de ton équipe, ou une histoire d'émotion, de valeur et de se dire maintenant c'est ce que je veux, c'est comme ça que je veux me comporter et c'est ce que Villas-Boas raconte à son échelle que lui lorsqu'il a raconté Bielsa et rencontré Bielsa, et ben il a eu ce truc de se dire ça m'a un peu dicté après des décisions que j'ai pu prendre par la suite, donc c'était parfaitement dans le ton et il n'avait pas encore lu le livre pourtant. Et il a influencé Vincent Labrune pour choisir Marcelo Bielsa, voilà. La bonne personne dans le bon club. Voilà, mais il dit notamment que bon, c'est pas tout à fait lui qui, il a dit sans doute qu'en ne venant pas à l'OM, j'ai influencé, voilà, j'ai ouvert la porte.
Donc tu racontes, parce que Marcelo Bielsa, la saison elle a commencé très tôt, parce qu'on en a parlé avant que la saison précédente se termine. On se souvient qu'il était venu ça, dans les travées. Ça c'est du la brune aussi. Oui, ça c'était quand même particulier, avec t'as d'ailleurs Amoros qui faisait le chauffeur, qui raconte des anecdotes qui étaient plutôt sympas. Donc il y a toute l'arrivée de Bielsa, la mise en place, etc. Donc ça c'est vraiment, on voit un peu les coulisses, c'est vraiment très intéressant. Je saute pas mal de parties parce qu'on va pas faire toutes les parties, on laisse quand même aux lecteurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire le livre, de découvrir. Moi je voulais insister sur des petits trucs que j'ai notés, qui m'ont plu. Alors je rentre direct dans le vif du sujet parce qu'à la fin de l'été, Marcelo Bielsa a avalé pas mal de couleuvres durant le mercato, et du coup il fait cette fameuse conférence de presse où il dézingue tout, il dézingue surtout la brune, et il liste la liste des joueurs qu'il voulait et qu'il n'a pas eu. Ouais, bah, c'était... Il y a Mathieu Franceschi qui était l'ancien porte-parole des Winners, et qu'un certain Benjamin Cour m'a permis de rencontrer. C'est encore un mec de la Ciotat, ça. Voilà, c'est un peu la mafia de la Ciotat, mais qui dit dans le livre, à ce moment-là, je pense que Bielsa a été définitivement adopté par les Marseillais après cette conf, parce que voilà, en fait, il a rien caché, il a tout mis sur la table, il a dit, j'avais demandé ça, on m'a ramené ça va pas, on avait proposé ça, parce que et en plus, en fait, tout est très clair, parce que c'est pour ça que des fois, on dit, oui, mais Bielsa, il disait pas ça. En fait, quand tu revois toutes les conférences de presse, tout est ultra clair, mais limite ultra clair, comme on voudrait que ce le soit toujours. Et même si on a envie toujours de faire des comparaisons avec Villas-Boas, s'il y a un truc sur lequel on peut comparer Bielsa et Villas-Boas, c'est ça, c'est qu'avec Villas-Boas, souvent, ici, sur ce canapé, je dis, ça sert à rien d'essayer de faire des hypothèses, tout ça. Il nous a dit. Il répond. Il nous a répondu, il nous a dit, c'est ça. Donc voilà. Mario Albano te dirait qu'au moins Villas-Boas, il te regarde dans les yeux. Voilà. Et il parle en français. Bon, après, ça, je pense que c'est un détail qui en a heurté certains. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a d'autres journalistes qui me disent, bon, ça, on s'en fout un petit peu à la limite. Oui, mais le contenu, c'est quand même le plus intéressant. Et je pense que c'est un truc fort de ton bouquin, c'est qu'effectivement, tu as retranscrit beaucoup de conférences de presse, et ça permet aussi de se rendre compte de tout ce que dit Bielsa. Ouais, parce que c'est incroyablement riche. En fait. Et c'est ça qui est quand même dingue. Et ça me permet de passer au petit point 3 que j'avais noté. Alors là, tu as réussi à avoir accès à des vidéos d'entraînement que mettait en place Marcelo Bielsa. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on voit vraiment comment il fait travailler les joueurs. C'est très précis, il en demande beaucoup de la précision, il faut bien faire l'exercice. On sent la pression qu'il y avait et les jeunes devaient exécuter les exercices pour que les pros les voient et après les fassent. Enfin, c'est quand même... Là, on voit quand même que la méthodologie Bielsa, elle est poussée. Oui, c'est clair. Et puis, en fait, surtout, à la limite, on s'en foutrait si... Je sais pas si c'est très français, ça. Enfin bref, on s'en fout si on voit rien sur le terrain. Mais en fait, ce qu'on a vu sur le terrain... On voit les conséquences de ça. Voilà, c'était différent. Donc, on s'est dit, ah oui, c'est différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, OK, pourquoi c'est différent sur le terrain? Et c'est parce qu'à l'entraînement, c'était différent aussi. Et c'est différent. Donc, je remercie Romain Pellissier et Zaki Noubir qui m'ont aidé. Franck Passy aussi, qui m'a aidé à la rédaction de cette partie. Parce que voilà, ce sont un peu ceux qui m'aident là-dedans, et puis même s'il y a Stéphane Sparagna, Gaël Andonian aussi, qui parlent de ça. Et en fait, oui, il y a ce truc un petit peu dont on parle pas souvent, mais il y a la méthode d'entraînement analytique, c'est-à-dire que quand tu entraînes de manière analytique, tu te concentres sur un geste. Tu dis, bon voilà, on va répéter ce geste-là pour que tu le maîtrises à la perfection. Et normalement, ça, c'est des trucs que tu fais plus en centre de formation, logiquement. Chez les pros, tu le fais pas, tu répètes pas, même s'il y a pas que ça hein, dans la méthode d'entraînement. Non, mais c'est quand même un pan qu'on a tendance peut-être à oublier en France. Comme tu dis, les mecs qui sortent du centre de formation, c'est bon, ils savent centrer, ils savent faire des passes, on revient plus trop là-dessus. Alors voilà, que lui, non, exigence, précision, tout doit être au millimètre, quoi. Voilà, et il y a des trucs un peu après le livre d'ailleurs sur Football Club de Marseille, on avait l'interview d'Alfousseni Sané qui disait Bielsa il me lâchait pas, et puis au début il nous demandait des exercices de passe, j'en réussissais peut-être 4 sur 10 et passe reprise de volée là. Voilà, ils étaient des passes fouettées, il disait au début j'en ratais 4 sur 10 et puis à force j'en réussis 7, 8 sur 10 et donc voilà, tu t'améliores techniquement. Et moi je prends toujours cet exemple, donc il y a le jeu de tête de Gignac parce que cette saison-là il met plein de buts de la tête donc ce cher Dédé Gignac. Et puis il y a aussi les centres de Benjamin Mendy. Il centrait au cordeau, on savait exactement où il centrait, c'était parfait. Et après cette méthode, après elle s'adapte aussi. Il y a quand même après ça te transforme en exercice un peu tiré du jeu, c'est-à-dire qu'il voit un geste qui a été mal fait. Oui, il remet des séquences de jeu. Voilà, on va retravailler ça. Et après il y a aussi des défauts et on l'a vu un peu plus tard, c'est qu'après ça donne aussi des choses. Si l'entraîneur en face il a l'œil, il peut se dire bon bah ok là ils vont sortir comme ça, ils vont faire ça comme ça. Et
Mais bon, ça reste quelque chose de très intéressant. Et puis, tu as raison aussi de dire très intense parce que et je me suis aussi beaucoup appuyé sur Objective Match qui était exceptionnel cette année, franchement. Beaucoup d'informations là-dedans, beaucoup d'images. Incroyable, et vraiment. Et puis même, c'était qualitatif, etc. Et franchement, c'est... Parce que j'ai regardé aussi, tu sais, le truc que Leeds a fait sur Bielsa, enfin qu'Amazon a fait sur Bielsa Leeds. Franchement, c'était pas au niveau de... En fait, tu vois rien, ça parle pas football, ok, t'as un peu de supporters, mais... Objectivement, même après, avec Garcia, ça s'est diminué, on voyait beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'aspect vestiaire ou entraînement, quoi. Ouais, voilà, après, ils sont un petit peu dépendants de ce qu'on leur demande. Oui, c'est ça, non, c'est pas une critique envers Objectivement, ça montrait que l'entraîneur, Bielsa, qu'on disait complètement paranoïaque, etc., il avait quand même ouvert un peu les portes pour... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un des grands trucs qui a été reproché par les journalistes, mais je veux dire, entrevoir une séance où ils font des footings et où ça sert pas à grand-chose, comme on le sait bien puisqu'on en a déjà été, et puis voir Objective Match où tu voyais des choses et tu vois après en match que les choses se répètent. Oui, quand ils les encouragent, relève-toi, on s'en fout des fautes. Même des exercices, tu vois, parce que j'ai aussi revu tous les matchs dans l'ordre, donc je voyais les confs, Objective Match et après les matchs. Tu replongeais complètement dans la saison, quoi. Oui, c'est la moindre des choses quand tu fais un livre sur Bielsa, il faut être un minimum bielsiste et tout refaire. Hein, et... Il y en a, ils font des livres, tu sais, je suis pas sûr qu'ils auraient regardé toutes les confs et regardé tous les matchs. Mais après c'était du plaisir aussi. Bon, un peu moins en seconde partie de saison, mais... Plaisir de temps en temps masochiste. Par exemple, il y a... c'est pour toi. Et moi, je suis comme Pascal Duprat, j'aime pas ce genre de club. Sur deux soirées, je les laisse. Mais donc, il y a un Objective Match avant, je crois que c'est avant OM Nice, et tu vois, la dernière séance d'entraînement, c'est au Vélodrome, et tu vois un exercice de pressing sur le gardien, et après tu regardes OM Nice et tu vois Gignac qui fait exactement, tu vois, qui part exactement au pressing exactement à ce moment-là et qui est tout près de récupérer un ballon, ou alors le ballon est récupéré derrière et tu te dis ah ouais, tu vois, là c'est exactement, c'est du football. En plus, il y a une analyse de l'adversaire et d'adapter aussi certaines séquences par rapport aux défauts que peut avoir l'adversaire. Voilà, mais là tu te dis bah ça c'est du football, ça c'est ce que je veux voir. C'est-à-dire que tu vois comment il leur gueule après et qu'il leur dit si, muy bien, tout ça, et puis après tu le vois en match et tu vois que ça se passe et que ça marche. Ça c'est ce que tu veux voir, c'est du football, quoi. C'est ça, c'est tu vois l'entraînement, tu vois le match, tu vois l'entraîneur qui te parle de ça et tu comprends en fait. Et cette saison, c'est vrai que ça a permis peut-être d'ouvrir l'esprit à plein de supporters par rapport à tout ça, parce que peut-être qu'il y a des questions qu'on se posait pas sur ce fonctionnement d'entraînement, de progression de certains joueurs, etc. Ça, c'était vraiment pas mal. C'est intéressant. Moi, j'ai sélectionné ensuite un match parce que, en fait, il y a un début de saison, il y a les premiers matchs. Je crois qu'il y a un match nul à Bastia, une défaite face à Montpellier ou un truc comme ça. Ça met un peu de temps à décoller. Et après, ça décolle. Et moi, je reviens sur un OM Bordeaux parce que ce match-là, donc, le Football Club de Marseille existait déjà, mais moi je l'avais pas fait en tribune de presse, je l'avais fait en Gannet parce que j'avais des potes qui étaient venus de Dordogne, et donc j'avais vraiment vécu comme un supporter. Et ce match-là où le match est retourné et gagné 4-1, il y avait une atmosphère de dingue. J'en garde vraiment un énorme souvenir. Et c'est vrai que ça résume un petit peu aussi ce début de saison où il y avait vraiment un emballement dans le stade pour cette équipe. Ouais, c'est aussi, en plus c'est un match un peu symbole parce que c'est le Bordeaux qui était entraîné par Willy Sagnol, qui était un peu le champion des médias français, et puis de dire voilà le nouvel entraîneur français, tout ça. On parle beaucoup de Bielsa, mais regardez ce que Sagnol y fait. Et donc il y avait et Sagnol joue complètement à la française, c'est-à-dire qu'il dit je vais le contrer, je vais le faire. Et c'est tout près de marcher parce qu'en effet Benjamin Mendy il rate une passe et ça fait but de Maurice Bellé, il me semble, sur une passe de Cazerie. C'est Touré qui ouvre le score. Avec à 55e. Et Bielsa s'était intéressé d'ailleurs à ce joueur qui aurait peut-être fait une autre carrière si... qui s'est perdu en Angleterre, je crois. Même pas, je crois qu'il est en D2 maintenant. Ah ouais. Mais oui, en fait, dans tous les cas, il y a ce truc-là, ça marche presque. Et pourtant, avant, l'OM s'était procuré je m'en souviens de ce match, c'était frustrant. Grades d'occasion, quoi, comme on dit, il y en avait eu plein. Ça sentait le braquage à plein nez. Ouais. Ça sentait le braquage à plein nez, et pourtant, ils repartent jouer, en fait. Ils repartent se créer des occasions. Il y a une folie en fin de match. Et moi, je me souviens du deuxième but de Gignac. Ça, c'est le genre de truc dont tu te souviens toujours. Ce corner, encore une fois, c'est ultra travaillé. Et ce corner, parce que le corner, il est au premier poteau. Et en tout début de seconde période, il y a un autre corner de l'autre côté. Premier poteau aussi. Enfin, alors donc, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est le déplacement de tous les joueurs, le ballon qui va parfaitement là où il doit aller. Et c'était Aloé qui était titulaire pour ce match, qui fracasse la barre transversale. Ouais.
Et 20-25 minutes plus tard, c'est Gignac de l'autre côté. Gignac au même endroit, la même action, le ballon qui retourne au même endroit. Et là, c'est ce genre de but que t'adores parce que tu vois le ballon qui va lentement et tu sais qu'il va dans le but. Et au moment où il va dans le but, c'était ça quoi. T'étais excité et puis tu voyais des choses, tu voyais du football, tu voyais oui c'est travaillé. Là il veut tirer le corner là il veut faire ça. Enfin tout. Il y avait des dépassements de poste. Moi je me souviens du but de Batshuayi. J'ai un souvenir d'une remontée de Fanny. Je crois que c'est Fanny qui fait une remontée fantastique et il marque en 2 fois je crois. Batshuayi il tire, il est contré par le gardien, il marque derrière et là le stade explose, là 3-1 parce que les buts de Gignac c'est 85e, Batshuayi 89e. Donc là c'est fin de match, c'est des scénarios qui emballent les supporters quoi. Ouais, non mais c'était ça et Batshuayi d'ailleurs c'est un beau symbole de sa carrière aussi parce que à l'époque on était tous dans l'inflammade mais encore une fois il y a une première face à face qui rate, deuxième face à face finalement et Carasso il faut le dire aussi Carasso il est héroïque sur ce match, il multiplie les parades, il est vraiment très très bon et même sur cette action parce que il y a une grosse frappe de Fanny, il la détourne, Michi récupère la balle, il la détourne et après Michi la récupère encore une fois et on voit les défenseurs bordelais aussi, ça qui était magnifique c'est que les défenseurs bordelais ils étaient épuisés tu vois après Michi récupère la balle il dribble le défenseur comme si c'était un plot quoi. Bordeaux en fin de match c'était impressionnant ça ouais donc voilà tu vois tu parles de ce match c'est autre chose que de dire oui on a gagné et puis après on a bien défendu non t'avais un truc incroyable qui pas baissé la tête tu l'as joué jusqu'au bout et c'est vrai que ça résume un peu ce Bielsa de 2014 parce que on termine la saison Payet puni, Batshuayi en 10 avec une victoire face à Lille et au final t'es champion d'automne. Il y a un vrai emballement quand même autour de cette équipe. Alors il y a toujours des détracteurs dans les médias, mais il y a il y a une Bielsa mania qui s'est créée, y compris dans les médias, parce que même s'il y en a qui critiquaient, on en parlait énormément. C'était dingue. Et après donc du coup il y a la CAN, il y a le début d'année qui est compliqué, Grenoble, etc. Et là on commence à parler de fatigue mentale. Et donc il y a un chapitre où le sous-titre c'est on a créé une prophétie auto-réalisatrice. Je trouve ce chapitre intéressant parce qu'on l'a préparé, on voulait que ça arrive et ça arrivait quoi. Et bon après Bielsa fatigue ses joueurs au niveau mental. Il leur demande beaucoup. La grosse erreur c'est souvent de dire que Bielsa a fatigué ses joueurs physiquement alors que c'est mentalement puisque les joueurs sont habitués à avoir des périodes de creux, avoir un petit peu plus de jeu. Avec Bielsa, c'est toujours le travail. Il leur dit à un moment, ici vous êtes là pour souffrir, s'amuser c'est pendant le match. Ici vous êtes là pour souffrir. Et après on l'a vu par exemple, parce que moi je me suis mis à suivre Bielsa après son passage à l'OM. Avant j'en connaissais bien sûr un peu la légende. Tu l'avais découvert comment toi Bielsa? J'étais en Argentine en fait, donc en 2013-2014, la saison où on fait 0 points en Ligue des Champions. J'avais vu tous les matchs de l'OM. Enfin, j'étais que 3 mois en Argentine, mais en Argentine, j'y avais aussi été pour le foot. Ma compagne était heureuse de ça, mais donc je parlais tout le temps avec les Argentins, on m'en avait parlé un petit peu et vers la fin de mon voyage sud-américain, on m'avait parlé un petit peu enfin ça commençait à parler de Bielsa à l'OM, mais je le connaissais pas vraiment, tu vois. Mais j'avais vu Bilbao quand même, parce que moi c'est là où j'ai découvert, c'est ce fameux match contre Manchester. J'étais tombé sur ce match par hasard parce que je regarde pas forcément beaucoup ce genre de match et j'avais été ensorcelé quoi. Non mais c'est vrai que qui fait jouer cette équipe comme ça? C'était un football total et Manchester s'était fait humilier mais par un football magique. Et c'est là où j'ai commencé à le suivre parce que je me suis dit mais ce coach, et c'est pour ça que quand le nom est apparu à Marseille, moi j'étais à fond parce que je me souvenais de cette campagne européenne dingue quoi. C'est vrai que j'avais vu les matchs et ça va faire vraiment... Je voyage toujours, mais à l'époque, je voyageais toujours. Mais j'étais à Barcelone et j'étais chez un pote espagnol qui m'avait dit, je me souviens à l'époque, il m'avait dit, par moment, Bilbao, c'est la meilleure équipe du monde. Et on avait regardé Bilbao-Manchester et c'est vrai que tu disais, mais... Enfin, moi-même, je me disais, mais Manchester, ils ont dû mettre l'équipe B. Et puis, je voyais qu'il y avait Rooney sur le terrain, qu'il y avait tous les mecs. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment Manchester peut se faire balader pareil de telle manière? Et en fait, ils valorisaient des joueurs, les Mounier et compagnie. C'est clair. C'est vrai qu'ils sont pas partis parce que Bilbao a quand même des moyens de garder les joueurs, leur offrir des bons salaires. Ouais, ils sont partis un peu plus tard. Il y en a Martinez, etc. Oui, il y a Javi Martinez qui est parti au Bayern, etc. Mais il a valorisé aussi toute une génération dans ce cas. Llorente, qui était ça a mal fini d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est un aspect de Bielsa. Il valorise l'effectif, il valorise les joueurs, il les fait progresser. C'est clair, parce que déjà, on passe à la seconde partie de saison. Mais donc il y a un truc qui me tient à cœur aussi avec Bielsa, parce que j'ai vraiment, tu vois, qui m'a frappé en plein cette année-là, c'est
que souvent, on voit le football comme dans FIFA. C'est-à-dire que t'as des joueurs, et oui, ils sont forts, ou oui, ils sont nuls. Ouais. C'est comme s'ils avaient des espèces de cartes, des notes sur leur carte, et que, bon, bah, lui, il vaut 85, donc il doit marquer pour 85. Non, mais ça marche pas comme ça, le football. Et Gignac, il avait fait une demi-saison sympa avant Bielsa arrive. Ouais, il sortait de 2 bonnes saisons, même si la saison précédente, il avait été critiqué, mais... Ouais, c'était pas mal. Mais l'effectif... Avant que Bielsa arrive, personne n'aurait dit que c'était un effectif de dingue. Et ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai aussi re-regardé un peu ce qui se disait dans les médias avant son arrivée. Et il y a pas mal de mecs sur RMC, tout ça, qui disaient avec cet effectif-là, de toute manière, il pourra pas faire grand-chose. Oui. Et après, ils disaient avec cet effectif-là, c'est normal, c'était la moindre des choses. Ah ouais, Courbis qui dit tout le temps, qui veut l'entendre, oui, il avait un effectif pour jouer le titre de champion de France. Et donc j'utilise aussi une de ces déclats qu'il avait fait dans une émission, Courbis, et où il dit, et les graines, les noms, genre, avec l'effectif qu'il avait Bielsa, avec des Fanny, avec des Morel, avec des Romao. Mais je te jure que c'est ça, c'est mot pour mot le truc. Et avec des JJ. Et il utilise vraiment ces noms-là. Et tu te dis, mais non, mais en fait non. Et après, certes, il y avait du talent. Mais Payet, il sortait d'une saison où c'était dit très moyen. On l'avait mis milieu relayeur un petit peu. Le projet Dortmund, ils étaient pas bons. Voilà, projet Dortmund. Dimeco avait dit qu'il mangerait un rat si Mendy allait en équipe de France. Thauvin, c'est le moins bon de la saison Bielsa en plus. Voilà, mais Thauvin, c'était peut-être celui qui avait réussi la meilleure saison, celui que tu disais, il a la plus grosse valeur. Qui était pas bon, Lemina il était pas, ça marchait pas. Et puis même des mecs, voilà, tu as Payet, t'avais essayé de le refourguer en Angleterre. Et c'est Payet qui avait dit non, moi je veux rester. Et tout le monde aurait voulu en fait se séparer. Mais en fait c'est ça, c'est que tu travailles avec un matériel joueur et après tu les fais grandir. Et on parle même pas de la défense centrale où en fait il y avait que Nkoulou comme défenseur central de formation. Après tu as joué la saison avec une défense centrale. Fanny Morel. Voilà, Fanny Morel, c'est les 2 mecs qui jouent le plus en défense centrale cette saison-là. Donc et ça c'est peut-être un autre parallèle qu'on peut faire un peu avec Villas-Boas qui pareil parce que même s'ils ont fait une finale de Ligue Europa avec Garcia, la saison dernière c'était catastrophique et il a réussi à relancer aussi des joueurs qu'on imaginait à la cave qu'on voulait plus voir quoi. Ouais, voilà. Il y a aussi c'est là où on voit quand même le rôle de l'entraîneur pour constituer un groupe, faire progresser aussi individuellement les joueurs, progresser ou revenir à un niveau quoi. Voilà, après il y a cet autre truc, c'est qu'on te dira oui mais ça avait déjà existé avec Bob. Moi j'ai envie de te dire avec Bob en fait tu savais déjà que ces mecs là c'était des, tu vois, Valbuena on l'aime ou on l'aime pas mais on savait déjà qu'il avait quand même un certain niveau, il était en équipe de France. Diawara, Nkoulou il venait d'arriver mais t'avais encore Mandanda, t'avais encore tous ces mecs là, t'avais Benoît Chérou, tu savais aussi ce qu'il valait donc tu savais quand même ce que valaient tous ces mecs là et en fait Villas-Boas il est un peu entre les deux parce qu'il y a un peu ça quand même, on savait que Payet, Mandanda, tout ça, ça valait mieux que ça. Mais après, là aussi où Villas-Boas, il a été obligé de faire les mêmes choses que Bielsa, c'est qu'il a été obligé d'incorporer des jeunes à son équipe. Et parce qu'on a vu plein de jeunes en fait sous Bielsa, et on en voit plein. Voilà, même Jo Bello qui marque un but à Montpellier. Tuiloma qui... pas beaucoup joué. Mais... Pas beaucoup joué, mais voilà. Omrani aussi, non c'est Omrani, c'est pas Jo Bello qui marque d'ailleurs, c'est Omrani qui marque à... Je sais pas, Jo Bello, il me semble qu'il joue contre Montpellier à la... Ah non, c'est Porsan Clemente qui... Porsan Clemente il y a le petit aussi qui est parti se perdre à Séville là, après le jeune. Boutoba aussi, qui avait 16 ans à l'époque. Voilà, donc ça c'est peut-être un peu une erreur, mais oui, dans tous les cas, tu vois, Bielsa, à chaque fois, il prend un matériel et puis après il le transforme, il les fait jouer comme il veut les faire jouer, il les fait passer des niveaux, il leur fait passer des caps. Ça rejoint encore le comparatif avec Villas-Boas où pareil, Bielsa, il attendait plus de joueurs, il voulait doubler les postes, c'est ce qu'il dit justement dans cette fameuse conférence de presse de septembre où il dit voilà, moi j'avais défini tant de joueurs, etc. et qu'au final il a dû combler les trous avec des jeunes. Et là, Villas-Boas, lui il le savait à l'avance par contre, on lui a pas menti. Mais il le savait qu'il n'aurait pas un effectif pléthorique et lui aussi il est obligé de combler avec des jeunes, mais il le fait intelligemment. Ouais, voilà, parce que c'est sûr que parce que Bielsa dit voilà le projet sur lequel on s'était mis d'accord avec Vincent Labrune, et il devait y avoir 22 joueurs, 2 par poste, etc. Ouais, c'est carré, c'est net et précis. Quoi. Après il en avait 15 ou même après avec les blessés 14, 13. Bon, il faut voir le banc contre lequel il va jouer à Paris. Je crois qu'il y a Barada, non Barada est blessé d'ailleurs. Ouais, Barada il a la saison blanche. Il y a Michi sur le banc et après t'as que des jeunes ou un truc comme ça, c'est hallucinant. C'est ce qu'on a vécu cette saison à plusieurs reprises.
Voilà, donc ouais, il y a un petit peu de ça. Et puis après, tu peux aussi te dire, en fait, Jan Van Winkel avait dit Payet, si Payet avait rencontré Bielsa quand il avait 20 ans, aujourd'hui, ce serait le meilleur joueur du monde. Et vraiment, il a fait passer des caps à des joueurs. Benjamin Mendy lui a fait passer un cap, même si après, Benjamin Mendy... Mboula, c'est dommage. Hein. Mboula, il a flingué sa carrière derrière. Ouais, et Mboula, tu vois, le cap, il a pas été complètement passé, je pense. Il n'était pas fini, le cap. Il le voyait, mais il a pas... ouais, parce qu'en seconde partie de saison, déjà, il commence à râler. On l'appelait Mboulard. Ouais, tout le monde lui disait oui, mais tu joues tout seul en tant que milieu défensif. Justement, c'est là où tu dois apprendre, tu dois emmagasiner, c'est dur. Et ben tu deviens meilleur encore. Tu vois, Thierry Henry, il était pas content au début quand Arsène Wenger il lui a dit d'aller jouer sur le côté gauche. Et après, ben, quand il est revenu dans l'axe, il savait ce qu'allait faire l'ailier, il savait comment frapper. C'est ça aussi. Il y a des moments où tu forces un peu sur toi, mais Mboula, bon, selon son père, il devait révolutionner l'Inter de Milan. Ouais, donc bon. Quand tu pars de là, c'est compliqué. Voilà. Donc effectivement, pour un peu balayer cette fausse impression, l'OM n'a pas été qu'une catastrophe en 2015. De Bielsa, je parle bien sûr, parce que Mitchell, ça a été une catastrophe pendant toute la saison. Mais il y a forcément une difficulté. Alors, on le revit bien, parce que c'est vrai que nous, on s'en souvient, parce qu'on suivait l'OM. Mais il y a des détails que j'avais oubliés, et c'est vrai que là, je reviens un petit peu sur le match de Lyon, parce qu'il y a cette histoire du but d'Ocampos refusé qui a fait scandale, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu sortes ce fameux discours. Bon, maintenant, il est un peu ressorti, parce qu'il était dans une partie dans l'objectif match, je crois. Oui, c'était eux qui l'avaient sorti. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment, Bielsa, c'est Jean-Charles qui t'a confié qu'à la fin du match, il était très, très remonté, qui lui demande s'il y a but ou pas but. Et que c'est une des rares fois où il lui a parlé d'ailleurs, et que finalement il a ravalé son énervement pour dire non, mais n'abandonnez pas, si vous continuez à jouer comme ça, vous aurez ce que vous méritez. Ouais, bah c'est... Enfin voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux dire, ce discours-là, il est magnifique, quoi. C'est-à-dire que ça va au-delà du foot, et que tous les supporters aussi, ce jour-là, on s'est dit... Putain, on est fiers d'être supporters de l'OM malgré tout. Et il y a un peu de ça. Tu vois, par exemple, c'est un peu facile de taper sur Paris, mais Paris, ils gagnent contre Haaland, ils se disent « Ah, bah on va le chambrer ». Tu vois, là, bon, après, c'est pas la même. Je pense pas que Tourelle aurait été chambré Haaland, mais tu vois, c'est ça, c'est ce truc, tu te dis, le mec, il nous élève, quoi. Il nous élève au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a Sébastien Pietri aussi, qui est sur OM TV, et ils sont dans leur émission d'après-match, et... Ouais, il oblige un peu à changer sa vision des choses, quoi. Il me dit au début, je pars, et puis je dis oui, l'arbitrage, un scandale, et puis il écoute Bielsa en conférence de presse et il se dit ah ouais merde, il dit pas un mot là-dessus. Bon bah ok, on va parler d'autre chose, on va faire d'autres trucs. Et parce que ce match contre Lyon, pareil, tu vois, c'est là où il y a quelque chose qui a tourné en défaveur de Bielsa à un moment, c'est que donc la fatigue mentale, on en parle beaucoup, et c'est vrai qu'en janvier, février, elle se fait sentir. Après t'as un manque de réussite incroyable, parce donc que t'as plein de matchs. Si tu passes par là, t'as Paris. Mais là, tu te relances aussi, parce que là, tu vois, avant Lyon, tu te relances, tu vas gagner 6-1 à Toulouse, après tu fais ce match nul, et après tu vas gagner 4-0 à Lens, et entre-temps, bon, t'as perdu des points. Lens, c'était à Paris, non? Ouais, c'était à Paris, mais contre Lens. Voilà, donc tu fais ce match exceptionnel, donc la fatigue mentale, elle est un peu derrière toi. Et avant ça, au mois de février, mais tu joues de malchance incroyablement, c'est-à-dire que à Saint-Etienne, tu mènes 2-1. Et février, c'est le premier creux, en fait. Ouais, bah février, en fait, le creux, je pense qu'il commence à janvier. Oui, c'est à Grenoble. Voilà, c'est ça. Les joueurs, bon, déjà Nkoulou, il vient à manquer. Donc Nkoulou, c'était vraiment le patron de la défense. Ça a été le bordel. Ça a été, c'est le coup le plus dur de cette saison, à mon avis, c'est l'absence d'Nkoulou. Donc Nkoulou, il vient à te manquer, et il revient de la canne blessé, donc il peut pas jouer. Donc tu as ça, et puis après sur les matchs, tu as des scénarios de match improbables, genre tu fais rentrer des défenseurs pour garder le score. Contre Reims, tu mènes 2-1 à la maison, tu te fais égaliser à la 90e minute sur un duel aérien entre Baptiste Alouet, le défenseur qui était rentré, et David Ngog, l'attaquant qui était rentré en face. Je me souviens de ça. Donc tu as ça, après tu vas jouer à Saint-Etienne, tu t'es mené 1-0, tu reviens à 2-1 à le moment où il fait ses 3 changements d'un coup, la Bielsa. Ouais, je me souviens. Donc tu mènes, et à dernière minute, tu te fais égaliser sur un but scandaleux où il y a une énorme faute sur Alessandrini, il me semble que c'est Erding, ou en tout cas c'est je sais plus, il joue pas le ballon, voilà, il joue pas du tout le ballon, il y a une énorme faute, le but doit être refusé, il est accordé, donc là tu perds les points, et après il y a Caen où tu mènes 2-0 et tu finis par perdre 3-2, donc tu en plus tu as une réussite qui est contre toi absolument, mais là tu as réussi à renverser la tendance. Et arrive ce match contre Paris. Donc il y a Paris. Moi, je ne voulais pas revenir sur ce match-là, il me fait trop mal. Mais tu m'as permis de revivre un truc que j'avais un petit peu oublié, c'est le scandale de Bordeaux-OM.
Parce que c'est vrai qu'en relisant ton bouquin, ton petit résumé de ce match-là, je me suis rappelé de ce match, il m'avait mis dans tous mes états ce match. Parce que là, un arbitrage aussi infâme, là c'était un scandale absolu, quoi. Des pénaltys oubliés. Enfin là vraiment c'est du vol caractérisé. Lyon à côté c'est de la rigolade, quoi. Non, là ce match-là c'était imbuvable. Je me souviens j'étais chez la mère de ma compagne, donc elle était vraiment choquée et tout. Elle me dit qu'est-ce qui lui arrive à Mourad, il va pas bien. Mais c'était pas possible. Enfin, t'as un énorme penalty de Nicolas Palois sur Alessandrini, mais il le dézingue. C'est impossible de pas le voir. C'est carton rouge et penalty. L'arbitre dit non, rien. Et juste avant la mi-temps. Rudy te dirait peut-être que Bielsa aurait été sur le podium avec la VAR. Ouais, voilà, peut-être. Mais c'est impossible. Après, t'as Yambéré, mais il te fait un dunk. Mais d'ailleurs, et c'est lui qui fait le hold-up en marquant le but. Et c'est lui qui marque le but en plus. Tu frappes 2 fois les poteaux. Tu dis non, mais c'est bon, c'est pas la peine, quoi. Et il y a un moment, en fait, il y a un truc dans le football, c'est la réussite. Alors certes, avec Bielsa, tu vois, il crée quelque chose. Après, t'as un moment de la fatigue, il faut lutter contre la fatigue mentale. Et puis t'as pas eu la réussite comme tu dis à ce moment-là. Et voilà, et il y a un moment, tu vois, la réussite, elle doit passer. Lui, il le dit aussi que la fatigue mentale, elle vient aussi quand il y a plus de réussite et que là, tu crois moins. Ouais. En quoi tu croyais qu'il te faisait aussi courir, quoi. C'est ça aussi qui joue. Et après, il y a un creux, là. Il y a la fameuse défaite de Lorient que tous les détracteurs de Bielsa pointent toujours en avant. Donc il y a un creux là où il perd plusieurs matchs de suite. Il en perd 5 d'affilée. Donc il y a Paris, il y a Bordeaux. Là, tu te fais larguer au classement, tu te retrouves 5e, je crois. Ouais, au 4e. Mais tu finis bien, parce que tu finis bien et tu bats un gros, Monaco en l'occurrence. Tu fais 4 victoires consécutives. Tu fais 4 victoires consécutives pour terminer la saison. Et malheureusement, tu termines au pied du podium. Je crois que c'est à 2 points, je crois, du podium, un truc comme ça. Non, 1 point. Un point du podium. Enfin, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Et quand tu vois le nombre de points que tu as laissé passer par un manque de réussite incroyable, alors que Monaco, cette année-là, alors c'était ultra solide. Béton, je me souviens. C'était ultra solide. Ils gagnaient tous leurs matchs 1-0. Ils prenaient, je crois qu'ils avaient pris 2 buts en 15 matchs ou un truc comme ça. Et en fait, à un moment, voilà, ils ont eu ce truc où ils sont passés. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on souligne pas assez souvent, c'est qu'on dit ouais machin, au final voilà, fallait mieux jouer comme ça. Sauf que Jardim, il a pas joué la Ligue des Champions l'année d'après. Oui, parce qu'ils sont pas passé le tour préliminaire. C'est qu'ils sont pas passé le tour préliminaire. Et comme je le répète depuis le début de la promo de ce bouquin, c'est que l'histoire de la saison de Bielsa, c'est que c'est pas on a raté la qualification en Ligue des Champions, c'est on a raté le titre en fait. Oui, parce que tu jouais le titre jusqu'au début avril, je crois que c'est la 31e ou 32e journée contre Paris. Ouais. Et à la mi-temps, en plus, c'est plus que jamais en course pour le titre. Tu mènes de 1, etc. Et en fait, c'est ça qui a cassé un truc. Et Bielsa le dit plusieurs fois, il dit, bah oui, le fait de ne plus pouvoir gagner le titre après la défaite contre Paris. Et ça, c'est aussi un autre truc, ça tord le coup. Toujours on dit, ouais, Bielsa, c'est le beau jeu. Mais Bielsa, il voulait gagner. Il voulait gagner la Ligue. Oui, bah, bien sûr. Son objectif, c'est pas juste bien jouer. Bien sûr, non, mais pour gagner. Non, mais ça, je le redis parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. Ouais, mais ça, c'est comme s'il y avait 2 trucs, c'est soit bien jouer, soit gagner. Tu peux gagner en bien jouant. Même limite, tu as plus de chances de gagner si tu joues bien. Tu vas pas toujours tomber sur parce tout n'est pas Ligue 1 et tout n'est pas contre et bloc bas, quoi. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est la dernière fois qu'on a joué le titre, c'est avec Bielsa, et c'est peut-être la dernière fois avant très longtemps. Ouais. Donc en fait, c'est que c'était limite trop. C'était peut-être on peut peut-être lui dire par moment, il est trop ambitieux par rapport aux joueurs qu'il a. Mais n'empêche que tu rêves, quoi. Tu te dis putain, on va avoir le titre, c'est énorme. Et ça crée autre chose que de se dire on va peut-être avoir la seconde place. Non, ça crée autre chose. Là, tu dis on joue pour le. Tu as cette tension maximale. Tu joues Paris, tu n'y vas pas en perdant, quoi. Voilà, tu vas pas en perdant, tu vas pour gagner le match. Et oui, donc c'est ça l'histoire de cette saison, c'est que tu as été pour jouer le titre, que tu as mis toutes les cartes sur la table, tu as dit allez, on tente le tout pour le tout. T'as perdu, et à ce moment-là, ça s'est mal passé, le temps que tu te reprennes. Et puis t'avais une forte Ligue 1 aussi cette année, parce que t'avais un Lyon avec l'émergence des Fekir, Lacazette, Tolisso, Umtiti, tous ces mecs-là qui ont fini dans des grands clubs. T'avais un Monaco, t'avais Paris, voilà. Monaco béton. T'avais un Monaco. T'avais déjà Silva et compagnie. T'avais Bernardo Silva, Ferreira Carrasco, Martial, t'avais que des bons en fait. Quand tu vois leurs effectifs et le nôtre, cette année-là, je suis désolé, mais franchement, il n'y a pas photo, quoi, en fait. Ils avaient des défenseurs centraux. Ils avaient des Carvalho, des trucs comme ça, comme on a dit, Umtiti, des mecs d'expérience. Nous, on avait Morel Fanny avec tout le respect. Et Fanny, il était allé le chercher dans le loft en plus. Voilà, et Morel, il lui a offert une fin de carrière. Parce que c'est pareil, tu vois, en fait, il y a des joueurs, grâce à Bielsa, ils ont eu une autre carrière. Payet, je pense qu'il serait pas monté à ce niveau sans Bielsa. Et ça m'a beaucoup énervé quand il était à West Ham et que tout le monde disait incroyable la transformation de Payet. Tu dis bah non, à Marseille il avait déjà été avant.
énormissime. Après, bien sûr, peut-être à un niveau supérieur, parce que la première ligue, c'est plus difficile, tout ça. Bien sûr qu'à West Ham, il a été monstrueux, mais c'est Bielsa qui lui a fait passer ce palier-là. Morel, sans Bielsa, à mon avis, il repart à Lorient ou, tu vois, à Dijon, un club de seconde. Finalement, il joue à Lyon, Rennes. En défense centrale, voilà, c'est là où il est bon. Donc, on va bientôt se diriger vers la fin de ce petit entretien, Mourad. Je voulais juste encore aborder 2 petits points. Alors, rapidement, il y a une petite partie à la fin où tu fais, quand Bielsa parle, où tu mets des extraits de conf sur des thèmes un peu précis. Moi, j'ai bien aimé plusieurs fois où il a parlé des réponses tactiques en Ligue 1, ce fameux bloc bas, défense, etc. Et c'est intéressant quand il dit les responsables du fait que le public pense que seule la victoire importe sont les médias, car ils pensent ainsi. Ça, c'est intéressant parce qu'il pointe du doigt aussi, parce que dans les médias, il y a beaucoup d'entraîneurs français aussi qui influencent. Ou d'anciens joueurs. Ou d'anciens joueurs, donc il y a une sorte de corporatisme sur le fonctionnement global du foot français. Et ça, c'est intéressant qu'il pointe ça du doigt. Ah oui, et c'est intéressant que les supporters marseillais qui les aient terminés 4e, l'OM, le club qui a le plus gagné, qui avait encore le plus gros palmarès à cette époque, je sais pas, maintenant peut-être que le PSG a dépassé l'OM en Coupe de France, voilà, mais que ces supporters-là, ils se disent on est fini 4e, mais on veut rester avec lui, on veut surtout pas qu'il parte, ça disait quelque chose. Et en fait, il y a une phrase d'une supportrice, Sarah, qui me dit Bielsa m'a donné ce dont je ne savais même pas que je pouvais attendre du football. Et en fait, c'est ça qui l'a changé. Tu la remets à la fin d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui l'a changé en fait dans ma perspective du football, c'est que je me suis dit ah oui, ok, le football, ça peut être ça, c'est pas obligé d'être juste oui, bah c'est qui a gagné, c'est qui a pas gagné, parce que sinon ça sert à rien, tu vois. Pourquoi on fait des émissions? Il suffit de on fait des stats, on fait des tableaux, il suffit de mettre les tableaux, de mettre OM 1, Amiens 0. Non, malheureusement ça n'a pas été un point chacun. Voilà, un point chacun. Nous avons on passe PSG 28 au Dijon 3. Tu vois, ça sert à rien, c'est pas ça, c'est que le football, il y a autre chose et qu'il y a ses émotions, il y a cette ambition aussi d'aller chercher le titre, il y a quelque chose de très puissant dans le football et en fait Bielsa il te donne ça, il te dit oui bah ça existe, tu peux avoir le football pleinement, pas juste en tant que petit joueur, en tant que petit gratteur d'un petit truc, surtout dans ce football là où en fait il y a 30 ans, 40 ans, tu vois, tout le monde pouvait jouer le titre et maintenant tu peux plus. Donc ça devient ennuyeux le football. Il y a plus tous ces trucs là. Et en effet, on continue de dire à tout le monde non, il y a que les victoires qui comptent. Et il y a un problème là-dedans parce que c'est pas vrai. On se souvient encore de la Hongrie 54, la Hongrie de Puskás, etc., qui a été mettre une raclée à l'Angleterre pour la première fois sur son sol. C'est l'une des plus belles équipes. On se souvient des Pays-Bas 74, 78. Ils ont perdu à chaque fois. Mais on se souvient du Dynamo Kiev de Lobanovski des années 70, 80. Est-ce que tout ça, c'est de moins en moins compatible avec le foot business d'aujourd'hui aussi. C'est ça aussi. Mais alors voilà, et justement, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que nous, on est l'OM. Donc l'OM, on peut pas avoir les thunes des autres. Et moi, franchement, sincèrement, je sais que ça va faire machin, mais j'ai pas envie d'être un club comme ça où il y a plein de thunes et tout. Je pense que bien sûr, ça peut peut-être être plus intéressant à certains moments, mais ça va pas être bien géré de toute façon. Ça va pas être excitant, tu vois. L'argent, c'est que ça va pas être excitant. Donc, il faut chercher autre chose. Il faut créer autre chose. Il faut créer une autre forme d'amour que simplement t'as gagné. Parce que tu gagnes plus. C'est mort. Le titre de Ligue 1, c'est mort. La Coupe de France, si le PSG sont pas éliminés, c'est mort. La Ligue des Champions, on n'en parle même pas, c'est mort. Donc, il faut créer autre chose. Il faut que tu t'intéresses au football autrement. Et là, tout le monde dit, oui, machin, génial, l'Atalanta Bergame. C'est le football autrement. Le mec qui repart. L'année dernière, même s'il y a voilà, l'Ajax l'année dernière, même l'Atlético Madrid de Simeone qui est complètement autre chose que Bielsa, mais tu vois, c'est quelque chose de très marqué. Oui, c'est exactement ce que c'est. Une réflexion. C'est pas juste on va essayer d'avoir 3 points, c'est on va s'arracher, on va leur croquer dans les chevilles et puis on voit si leurs ligaments ils sont solides. Mais c'est un truc à mort, tu vois, c'est ça, c'est à mort, si tu crées autre chose que du football où tu te dis juste bon bah on est destiné à perdre, on va perdre contre les plus forts, et puis on va gagner contre les un peu plus faibles, et puis après on va avoir un petit truc, non, il faut autre chose, et c'est ça Bielsa, et c'est ça que, tu vois, quand ça t'amène ça, quand t'as vécu ça, après tu te dis, et pourquoi on le fait pas, pourquoi on le fait pas toujours? Et malheureusement, Marcelo Bielsa n'est pas resté, et on va conclure là-dessus, parce qu'il faut qu'on s'arrête, et tu publies cette fameuse lettre qu'il avait écrite, sa lettre de démission. Et c'est vrai que c'est un moment difficile du bouquin parce qu'on sait que c'est inéluctable. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est pas la lettre en elle-même. C'est quand tu reviens sur le fait qu'il y avait un accord pour 2 ans de contrat.
Et on se dit, putain, on aurait pu avoir Bielsa peut-être pendant 2 ans, et qu'au final, tout était signé, tout était fait, tout était réglé à la virgule près. Et donc Bielsa le raconte très bien dans cette fameuse lettre, que la réunion de dernière minute avec Philippe Pérez et le fameux avocat Igor Levin, désosseur de Moscou, en fait, tout était carré. Je pense que ça a mis des mois à discuter avec la Brune, parce que Bielsa est un psychopathe autistique au niveau des contrats, pas que au niveau des contrats. Et du coup, tout était réglé. Et 2 jours avant le match face à Caen, il le convoque à une réunion pour lui dire, bon, finalement, on change ça et ça. Bon, c'était impossible pour Bielsa. Ouais, Bielsa, il le dit, moi je n'ai rien dit, mais j'ai pris acte en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut se dire, c'est comme ça que ça a été vendu. Quand on n'a pas dit qu'il allait partir au Mexique, hein, on a vu qu'il a été très bon au Mexique. Hein, bon. Mais Lille, c'est au Mexique, non? D'ailleurs, Pierre Ménès m'a dit, encore une fois, parce que je l'ai interrogé aussi pour le bouquin, pour oui, il est parti, les tracteurs. D'ailleurs, il a été très sympa de répondre à mes questions, mais bon, on n'est pas d'accord sur Bielsa. Il m'a dit, oh, mais c'est un faux, il était béton, il devait partir au Mexique, etc. Mais c'est plutôt le Mexique qui voulait le prendre. Ça ne veut pas dire que lui devait partir au Mexique. C'est ça, en tout cas, il n'est jamais parti au Mexique. Et le truc, c'est que, en fait, donc on a dit, oui, bah Bielsa, oui, juste pour un petit détail, voilà, il se casse. Mais en fait, c'était pas ça. C'est que à chaque période de mercato, Bielsa a été fortement sollicité. Non, c'est même pas sollicité. Bien sûr il y avait des histoires. Il a été un peu sollicité. J'ai refusé plusieurs offres importantes parce que je voulais rester à Marseille. Voilà, mais le truc, c'est que à l'OM, il était fortement mécontent en fait de ce qui se passait. Il disait, bah c'est pas ça qu'on m'avait promis. Donc là, je suis mécontent. Donc il a avalé plusieurs couleuvres. Et à un moment, on lui dit, et il dit notamment, la confiance nécessaire n'est plus présente. Elle avait déjà été écornée avec ce mercato d'avant. Il a gramé à la Brune pour. Voilà, il y a un moment, et au dernier moment, on lui dit non, c'est pas la Brune qui décide en fait. En fait, c'est que tout le monde savait qu'on était sur une corde raide, et puis bah voilà, on a décidé encore d'appuyer dessus, ce qui est très bizarre. Pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas. À 2 jours du premier match du championnat. Voilà, non, franchement, c'est incompréhensible. Après, certains diront oui, machin, il coûtait cher, tout ça. Bon, après, Mitchell, il coûtait pas cher, et en plus, il a fallu le virer, et donc il connaissait la conséquence de cette réunion, en fait. Voilà, et donc en fait, on comprend pas. Alors après, il y a plein de théories du complot. Soit tu négocies pas, soit si tu négocies, ben, tu vas au bout. Après, là, ils étaient d'accord. Parce qu'on lui reproche d'être parti, d'avoir abandonné le club. Mais au final, on a l'impression quand même que le club s'est dit non, on peut pas, on va le faire sauter quoi. Ouais, bah, il va sauter tout seul en plus. Il y a un moment, tu sais que voilà, ils ont, enfin, tu vois, ce truc-là, ça a été fait pour lui dire bon bah voilà, si tu veux, nous on veut ça, enfin, si tu veux partir, pars maintenant quoi, et tu joues pas les chicours avec nous quoi, en gros, pour la faire un peu vulgairement. Et il dit bon bah très bien, si vous me respectez pas, moi je m'en vais. Après, c'est vrai que c'est difficile pour les supporters parce que il y avait. Dur, hein. Moi je m'en souviens, Ben, il était en zone mixte. D'ailleurs, tu le racontes dans le livre. Tout le monde s'est précipité en conférence de presse. Moi, j'y croyais pas. Ben, il m'appelle, il me fait putain, Bielsa a démissionné. Je lui dis non, c'est une blague. C'est le traducteur Nicolas Faure qui raconte ça. C'était sa première conférence de presse pour la seconde saison. Putain, lui, il se froisse. Et puis il dit, je suis là en train de lire ma lettre, et puis d'un seul coup, je vois une nuée de lumière et de journalistes qui arrivent de la zone mixte, et c'était assez particulier, mais voilà, après, ce qui lui est reproché, en fait, c'est un peu la rupture, c'est vraiment une rupture amoureuse, et vraiment, quand on parle avec plein de supporters, et elle est brutale. C'est que tu vois, il y en a plein, ils se disent, voilà, il nous a abandonnés. Gianni, le pote à Geoffrey. Voilà, et c'est qu'à un moment, tu te dis, j'ai été abandonné, et c'est humain qu'en tant que personne amoureuse, bah, tu te dis, tu vois, t'es de la rancune. Non, puis là, en plus, c'est dur, parce que c'est comme si on te dit, bon, ben c'est bon, on va se marier, on va acheter une belle maison, et puis non. Bam. Et après tu dis en fait je suis enceinte de lui là-bas. Ouais, voilà, c'est ça qui était. En fait il n'était pas enceinte avec une Mexicaine. Et non mais par contre enfin bref. Enfin, voilà, ça se termine comme ça, mais c'est très intéressant. Il y a plein de témoignages, donc n'hésitez pas à acheter son livre, et surtout vous pouvez le gagner, ou même en gagner plusieurs, car Mourad en a quelques-uns en réserve. Donc pour gagner ce livre, déjà likez la page, on fera un petit concours avec les abonnés de YouTube, mais on va aussi en faire un peut-être sur les autres réseaux sociaux. Voilà, on va faire un concours sur... on peut lancer le concours maintenant, Nico, en tout cas, likez la page, on va faire un tirage au sort, bon, je pense d'ici une semaine, un truc comme ça. Voilà. Sur les abonnés YouTube, on fera gagner un bouquin. On va peut-être faire quelque chose de plus simple. On va faire une vidéo après cette vidéo. Ok, bon, il y aura une vidéo pour gagner ce livre, en tout cas... Mourad a ramené quelques bouquins, ils seront à gagner. Je répète, OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle, aux éditions Amphora.
N'hésitez pas, c'est un bon moment, avec des moments difficiles pour les amoureux de Bielsa, mais avec des super bons moments, des bons témoignages. Donc ça permet de revivre de belles choses. Et quand on lit la préface de Villas-Boas, on se dit qu'on a quand même un coach sympa en ce moment à l'OM, qui nous fait pas oublier Bielsa, mais qui nous fait oublier Rudy Garcia en tout cas. C'est sur cette conclusion que je te dis merci Mourad, et je vous donne rendez-vous lundi pour DFM. Voilà, après une belle victoire, on l'espère. Après une belle victoire Montpellier, on l'espère. Merci, salut.